Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire d'actualité sociale. Aujourd'hui, il sera animé par nos deux juristes en droit social, Cécile Louis et Emmeline Proux. Avant de leur laisser la parole, je tenais à vous dire quelques mots sur Soreco, qui est une entreprise familiale dirigée par Jean-Marie Charbonnier et son fils Clément. Aujourd'hui, c'est 70 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien. Donc, Soreco est composé de plusieurs pôles avec des spécialistes dans leur domaine. Côté paye, vous pouvez soit externaliser totalement la gestion de vos paies, soit opter pour une mise à disposition du logiciel Silae. Le pôle RH et juridique vous accompagne pour la gestion quotidienne de vos salariés, de leur embauche à leur départ. Enfin, un service beaucoup plus récent qui est le service ATMP, accident du travail, maladie professionnelle. Ce service propose un accompagnement dans la phase déclarative des accidents du travail et dans l'optimisation de vos coûts liés aux accidents du travail. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bien entendu, on y répondra avec plaisir. Concernant le fonctionnement de ce webinaire, c'est un format habituel maintenant que vous connaissez. On est ensemble pour environ 45 minutes à 1 heure. Le support vous sera transmis ultérieurement. Malheureusement, on ne pourra pas vous répondre en direct. C'est pourquoi nous vous demandons, s'il vous plaît, de couper vos micros et vos caméras. En revanche, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin de chaque partie. Si toutefois, pour des raisons notamment de manque de temps, on ne peut pas vous répondre en direct, là encore, n'hésitez pas à nous poser vos questions, hein, nous reviendrons vers vous par mail. Vous recevrez également à la fin de ce webinaire une enquête de satisfaction et n'hésitez pas à indiquer les thèmes que vous aimeriez voir abordés lors de nos prochains webinaires. Voilà, je laisse la parole maintenant à Cécile et Emmeline et je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour à tous, on est effectivement ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Alors aujourd'hui, on va aborder 4 gros sujets. Les 2 premiers sujets, c'est des sujets qui nous avaient été réclamés par des clients à la suite du précédent webinaire. C'est pour ça qu'on va se focaliser un peu plus longtemps sur eux. Le premier sujet sera donc un petit focus sur les procédures à faire en cas de perte de permis de vos conducteurs. Le deuxième sujet sera consacré aux documents obligatoires à la conduite. On fera ensuite une revue des actualités sociales avant d'aborder une revue de jurisprudence sur quelques arrêts marquants qu'on a sélectionnés pour vous. Le premier sujet va être abordé par Emmeline, à qui je laisse la parole. Donc, on va débuter tout de suite par les procédures à suivre en cas de perte de permis de conduire. C'est vrai que ces situations peuvent avoir des conséquences relativement importantes, notamment dans le secteur du transport routier. C'est donc pour ça qu'il est nécessaire de connaître les procédures légales qui peuvent être envisageables dans de telles situations. Donc, il convient de raisonner par étapes. La première étape consiste à vérifier la réalité de la perte du permis de conduire. Donc, pour cela, le salarié peut simplement vous fournir une attestation officielle. Et s'il n'a pas de document, il peut se rapprocher de la préfecture ou bien des services de gendarmerie pour vous proposer ça. En tant qu'employeur, vous pouvez également utiliser le site gouvernemental qui s'appelle Vérif Permis. Donc, comme son nom l'indique, il vous permet de vérifier la validité des permis de conduire de vos salariés. Alors, je me permets de vous le rappeler parce que c'est assez important, mais lorsqu'il y a une suspension, voilà, vous ne pouvez absolument pas faire conduire vos salariés, enfin, le salarié concerné. En seconde étape, vous allez devoir vous poser la question de quand est intervenue en fait la perte de permis de conduire. Est-ce que c'était dans le cadre de la vie privée du salarié ou dans le cadre de ses missions professionnelles? On va d'abord aborder le sujet de la perte de permis dans le cadre de la vie privée. Donc là, en tant qu'employeur, dans le transport, vous devez respecter une procédure dite de concertation. Vous allez alors convoquer dans un premier temps le salarié à un entretien de concertation. Pendant cet entretien, le salarié peut venir accompagné d'un membre du personnel de l'entreprise et vous pourrez aborder la durée de l'impossibilité pour le salarié d'exécuter ses missions et les conséquences sur les relations de travail. À partir de là, vous allez pouvoir soit envisager des solutions, comme par exemple le reclassement en interne, donc sur un autre poste, la prise des congés payés acquis par le salarié,
pouvez également proposer une suspension du contrat de travail si le reclassement en interne est impossible, ou vous pouvez encore envisager la mise à disposition du salarié. Donc, dans le cadre d'une mise à disposition, pour rappel, le salarié est rémunéré par l'employeur initial, mais travaille pour une autre entreprise, tout en conservant son poste. Si aucune solution n'est envisageable, vous n'aurez pas d'autre choix que de licencier le salarié pour cause réelle et sérieuse. Avant d'aborder plus précisément ce licenciement, je vous rappelle que si un CSE existe au sein de votre entreprise, il doit être informé de la présentation d'un cas de perte de permis dans le cadre de la vie privée. Donc, quelles sont les spécificités du licenciement pour cause réelle et sérieuse? Tout d'abord, vous devez respecter la procédure disciplinaire légale, donc celle dont vous avez l'habitude, qui est convocation, respect des 5 jours ouvrables, déroulé de l'entretien préalable, respect des 2 jours ouvrables et notification du licenciement. Dans ce type de licenciement, le salarié doit respecter un préavis. Et vous, de votre côté, en tant qu'employeur, vous devez verser une indemnité de licenciement. Alors, nos clients rencontrent souvent une problématique avec le préavis parce qu'en effet, il n'est pas rémunéré par l'employeur parce que le salarié ne peut pas travailler à cause de sa perte de permis. Mais en parallèle, France Travail ne peut pas l'indemniser parce que pendant cette période de préavis, le salarié fait toujours partie des effectifs de l'entreprise. Est-ce que la solution ne serait-elle pas la rupture conventionnelle pour éviter d'avoir à respecter ce préavis? Et la situation se présente notamment pour les salariés dont le préavis est assez long. Par exemple, plus de 2 ans d'ancienneté. Voilà, les préavis sont un peu plus longs. Maintenant, lorsque le salarié perd son permis dans le cadre professionnel, différentes options peuvent s'offrir à vous en tant qu'employeur. Donc, la première option, trouver une solution temporaire jusqu'à la récupération du permis de conduire. Ça peut être reclassement en interne, prise de congé, suspension du contrat, etc., comme on vient d'aborder. En seconde option, dans le cadre de votre pouvoir disciplinaire, vous pouvez sanctionner le salarié, donc par un avertissement, une mise à pied disciplinaire ou autre. Parce qu'en effet, perdre son permis pendant l'exécution des missions professionnelles signifie forcément que le salarié a commis une faute pendant son temps de travail et est donc sanctionnable. Si vous souhaitez être un peu plus sévère que la sanction disciplinaire, vous pouvez en troisième option opter pour le licenciement du salarié pour faute grave. Donc pour mémoire, la faute grave est celle qui rend le maintien du salarié impossible dans l'entreprise. Comme toute procédure disciplinaire, vous devez là encore respecter la procédure, donc convocation à entretien préalable et notification du licenciement pour faute grave. Alors, quelles sont les spécificités du licenciement pour faute grave? Eh bien, procédure légale, respect de la procédure légale, comme je viens de vous le dire. Et là, il n'y a pas de préavis à respecter. Et en tant qu'employeur, vous n'aurez aucune indemnité de licenciement spécifique à verser aux salariés. Alors, attention, un nouveau rappel général pour les salariés protégés. N'oubliez pas de toujours demander l'autorisation préalable à l'inspection du travail parce que vous ne pouvez pas notifier un licenciement qu'il intervienne dans le cadre de la perte de permis vie privée ou vie professionnelle. Vous devez absolument avoir l'accord de l'inspection du travail. Donc voilà pour les procédures à suivre en cas de perte de permis de conduire. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. A priori, non. Bon, n'hésitez pas hein, tout au long de la poursuite du webinaire. Donc moi, je vais aborder le deuxième sujet et les documents obligatoires à la conduite. Vous le savez, tout conducteur doit être en possession de divers documents pour attester de sa capacité à conduire. Et le but aujourd'hui est de faire le point sur ces documents et sur les questions qui nous sont régulièrement posées tout au long de l'année. Le premier document que doit avoir tout conducteur d'un véhicule automobile est évidemment un permis de conduire valide. En cours de validité. Vous le savez, pour certains permis, et les permis qui vous intéressent en général, le plus pour les permis des catégories C et D, pour les plus de 3,5 tonnes, ces permis doivent être renouvelés tous les 5 ans. À qui il appartient de renouveler ce permis? C'est une question qui nous est souvent posée. Eh bien, c'est au salarié. C'est à lui qu'il appartient de mettre en œuvre les mesures nécessaires à assurer la pérennité de son permis de conduire et notamment d'organiser la visite médicale en vue du renouvellement de son permis de conduire. C'est une visite médicale qui a lieu devant un médecin agréé. Compte tenu des délais de traitement pour obtenir cette visite, il est recommandé aux chauffeurs de s'y prendre au moins 3 mois à l'avance avant la date d'expiration du permis pour pouvoir renouveler dans les temps leur permis de conduire.
Alors, quelles sont les questions qui nous sont régulièrement posées? La première question est la prise en charge du coût de cette visite. Si le salarié a plus d'1 an dans l'entreprise, plus d'1 an d'ancienneté, la prise en charge du coût de cette visite incombe à l'employeur. C'est lui qui doit payer cette visite. En deçà d'1 an, l'employeur n'a pas à prendre en charge le coût de cette visite médicale et ce sera au salarié d'en supporter le coût. La deuxième question qui nous est posée est le temps passé à cette visite médicale. Lorsque la visite médicale a lieu pendant le temps de travail, le temps consacré à cette visite n'entraîne pas de perte de salaire pour le salarié. C'est donc à l'employeur de maintenir le salaire. En revanche, lorsque la visite a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur n'a pas à indemniser son salarié pour le temps passé à cette visite. La troisième question qui nous est régulièrement posée sur le sujet du permis de conduire, c'est est-ce que le salarié peut continuer à travailler entre le temps de la visite médicale et l'obtention du nouveau permis? Alors, si la visite médicale a été effectuée avant l'expiration du permis de conduire, les conducteurs qui ont obtenu un avis favorable à l'issue de leur visite médicale peuvent continuer à conduire après l'expiration de la validité du permis de conduire et dans l'attente de la réception du nouveau titre. En cas de contrôle routier, dans ce cas, les salariés devront pouvoir produire non seulement le permis de conduire périmé, mais également l'original de l'avis médical qui rend possible la poursuite, le renouvellement du permis de conduire. En revanche, si le salarié a été négligent et si la visite médicale est effectuée après l'expiration du permis, le conducteur ne peut pas prétendre que son permis serait resté valablement provisoire. Le contrat de travail est suspendu et le salaire est de fait également suspendu. À noter qu'il est possible, dans certains cas vraiment très particuliers, pour un salarié de continuer de conduire sans avoir un permis physique sur lui, à condition d'avoir une attestation de droit qu'on peut télécharger sur le site ANTS. Cette attestation n'est délivrée que dans des cas très particuliers, par exemple lorsque le permis a fait l'objet d'une suspension. En revanche, si le conducteur n'a tout simplement pas fait les démarches dans les temps pour avoir un renouvellement de son permis dans les temps, il n'est pas possible d'avoir cette attestation de droit et le conducteur ne peut donc pas continuer à conduire. Le deuxième document que doivent avoir sur eux les conducteurs est la FCO, formation continue obligatoire. Ça ne concerne que les conducteurs de camions de plus de 3,5 tonnes et les conducteurs de véhicules de transport de voyageurs de plus de 8 places. Vous le savez, la FCO, c'est donc une remise à niveau des connaissances et des acquis pour ces conducteurs concernés. La FCO se déroule sur 35 heures, en général sur 5 jours. Elle a une validité de 5 ans. Alors, elle est délivrée par un organisme agréé. À l'issue de cette formation, on délivre aux salariés un certificat de qualification qui remplace l'ancienne attestation de formation qui était précédemment délivrée. En général, il est délivré par voie électronique et il est renouvelé à l'issue de chaque nouvelle formation ou qualification acquise par le salarié. Et on délivre aussi une carte de qualification de conducteur qui permet d'apporter la preuve que le salarié est bien à jour de la FIMO ou de la FCO. Et attention à ne pas la confondre avec la carte de conducteur qui permet d'enregistrer l'activité et qui sera abordée dans quelques minutes. La question qui est fréquemment posée en tant qu'employeur sur la question de la FCO est le coût de la prise en charge de la formation. La prise en charge incombe à l'employeur. L'employeur est tenu par une obligation de formation et d'adapter le salarié à son poste. On dit aussi qu'il a une obligation d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'il doit maintenir les diplômes que le salarié avait à son entrée dans l'entreprise. Donc, le fait de maintenir la formation obligatoire des chauffeurs fait partie de cette obligation. On nous pose aussi souvent la question, est-ce qu'il serait possible de prévoir des clauses de dédiformation pour la FCO? Alors,
Pour rappel, la clause de dédit formation, c'est une clause par laquelle le salarié s'engage à rembourser les frais de formation engagés par l'employeur s'il démissionne avant un certain délai. Alors, malheureusement, non, ce type de clause n'est pas possible dans le cadre de la formation obligatoire, continue obligatoire, dans la mesure où c'est une formation obligatoire pour l'employeur. La clause de dédit formation, c'est vraiment pour des clauses qui dépasseraient les obligations de l'employeur, ce qui n'est pas le cas pour la FCO. Le troisième document que le salarié doit avoir, là encore pour ceux qui conduisent des camions de plus de 3,5 tonnes, c'est la carte de conducteur, comme je l'ai indiqué précédemment. Elle permet d'enregistrer l'activité du conducteur. Elle est délivrée en France par Chronoservice. Elle a une durée de validité de 5 ans. Là aussi, comme pour le permis, afin de voir leur carte renouvelée avant la date d'expiration, il est recommandé de procéder à la demande de renouvellement au moins 15 jours ouvrables avant la date d'expiration. Dans l'attente de recevoir la nouvelle carte, les conducteurs doivent pouvoir présenter, en cas de contrôle routier, non seulement la carte échue, mais également, présenter la carte échue pendant 1 mois après son terme. La conduite sans carte est en principe interdite, sauf dans des cas particuliers, notamment en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte. Et dans ces cas-là, il faut aussi prévenir les autorités compétentes en cas de perte de la carte. Pendant cette période, le conducteur doit imprimer à la fin de chaque journée un ticket récapitulant ses activités, sur lequel il appose son nom, son numéro de carte et sa signature. Et en cas de contrôle routier, le salarié devra pouvoir présenter ces tickets aux forces de l'ordre pour prouver son activité et l'amplitude de ses journées de travail. À qui incombe le renouvellement de la carte de conducteur? Ça n'incombe à spécialement aucune des parties. Ça peut être soit l'employeur, soit le salarié. Chaque entreprise peut donc choisir de réaliser ou non les démarches pour son salarié. Alors, si le renouvellement de la carte n'a pas été fait dans les temps et que le salarié se retrouve sans carte, qu'est-ce qui se passe pour le salaire, alors que le salarié ne peut plus continuer à conduire? Rien n'est précisé dans le texte, pas plus dans le code du transport que dans la convention collective. Et en général, on conseille à l'employeur de supporter la prise en charge du salaire en attendant que le salarié récupère ses documents et la carte de conducteur, dans la mesure où la procédure de renouvellement n'incombe pas spécialement à une des parties. Donc, on conseille à l'employeur de supporter le salaire. Alors, il semble qu'il n'y a pas de questions. On peut passer au sujet suivant. Donc, on va désormais faire un petit point sur les actualités sociales, donc tout ce qui a pu se passer, enfin une partie de ce qui a pu se passer pendant l'été et pendant cette rentrée. Donc, la première actualité concerne le bulletin de paie. Un arrêté est venu prolonger pour une deuxième fois l'application du modèle temporaire du bulletin de salaire, donc jusqu'au 31 décembre 2026. Le nouveau modèle sera applicable au 1er janvier 2027, en principe. Ça laisse quand même le temps aux employeurs de s'y préparer. Et pour rappel, il fait la distinction entre les cotisations obligatoires et les cotisations facultatives. La deuxième actualité concerne l'interdiction de fumer parce qu'un arrêté est venu modifier l'affichage. Donc désormais, les signalisations antérieures au 22 juillet 2025 sont réputées valides seulement si elles mentionnent l'interdiction de fumer, le numéro national d'aide à l'arrêt tabac infoservice, la référence à l'article concerné et les sanctions prévues en cas d'infraction. À défaut, donc si vos affichages ne remplissent pas les conditions, il convient d'afficher la nouvelle signalisation qui se trouve à droite sur le diaporama. N'hésitez pas à venir vers nous si jamais vous ne la trouvez pas, il n'y a pas de problème, on pourra vous l'envoyer et puis vous rappeler les conditions. Pour la troisième actualité, un arrêté est venu fixer les listes des organisations syndicales représentatives, donc au niveau national et interprofessionnel. Sans surprise, il s'agit de la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC.
La quatrième actualité concerne la saisie sur salaire. Donc, depuis le 1er janvier dernier, la procédure de saisie sur salaire est modifiée. Elle est désormais gérée par le commissaire de justice, anciennement appelé huissier de justice, et non plus par le tribunal. Pour prendre contact avec une société, donc avec vous, le commissaire va soit venir directement dans vos locaux pour échanger avec vous, soit vous transmettre un acte via la plateforme Securact. Mais ça, c'est seulement si vous êtes inscrit sur cette plateforme. Alors, on voulait juste vous dire attention aux fraudes, soyez vigilants et ne faites pas de virement si vous n'avez jamais été en contact avec un commissaire ou si vous avez un doute, vérifiez bien si le commissaire est répertorié sur les annuaires en ligne. Vous pouvez également vous rendre sur le site directement des commissaires de justice parce qu'ils ont dressé une liste de conseils pour lutter contre les fraudes. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant. Cinquième actualité, et pas des moindres, la chute du gouvernement donc, en cette rentrée, avec l'agenda social en suspens. Donc tous les projets et toutes les réflexions qui étaient en cours sont désormais mises sur pause. Cela concerne notamment la transposition de la directive relative à la transparence des rémunérations. Donc la transposition doit être effectuée avant le 7 juin 2026 et en juillet 2025, la ministre du Travail avait pourtant confirmé et affirmé vouloir anticiper la transposition. Un projet de loi était attendu pour l'automne, mais voilà, c'est suspendu. Tout comme le projet de loi en faveur de l'emploi des salariés expérimentés. Donc ce qui allait avec, c'était la refonte des entretiens professionnels, l'obligation de négocier sur les salariés expérimentés, la suppression de la limite à 3 mandats successifs au CSE et la création du contrat de valorisation de l'expérience. Vous avez sûrement aussi entendu parler de la suppression des 2 jours fériés. Donc c'est vrai que pendant l'été, le gouvernement avait envisagé ces suppressions dans le cadre d'un plan d'économie. Mais voilà, il s'agissait simplement de discussions et là, c'est sûr que ces discussions sont interrompues. C'est la même chose pour la refonte des règles concernant les arrêts maladie. Le gouvernement envisageait d'augmenter les jours de carence. Donc, il voulait passer éventuellement de 3 à 7 jours. Il voulait également créer un jour de carence universel qui serait ni payé par l'employeur ni payé par l'assurance maladie. Il voulait éventuellement aussi supprimer les visites de reprise pour les arrêts de maladie simple. Il y a aussi une suspension des discussions autour du délai de contestation d'un licenciement. Donc actuellement, on est sur 1 an, mais ils avaient pour projet de réduire et de passer de 1 an à 4 ou 6 mois. Voilà. Et les réflexions autour de la rupture conventionnelle, c'est la même chose. Tout est arrêté pour l'instant. Ils envisageaient un durcissement des contrôles, éventuellement la fin de l'indemnisation chômage à l'issue d'une telle rupture, ou encore la limitation de ce type de rupture à certains profils. Donc voilà, pour l'instant, tout est assez incertain. Donc rassurez-vous, on se tient informé et puis bien entendu, on reviendra vers vous avec les évolutions et les futures actualités. Est-ce que vous avez des questions sur les actualités? A priori, non. On va maintenant aborder une revue de jurisprudence sur les arrêts qui nous ont semblé importants ces dernières semaines et notamment durant l'été. Les 2 premiers arrêts, je vais en aborder un et Emeline le second, concernent les congés payés dont vous avez dû entendre parler puisque ça aura probablement un impact sur vos pratiques habituelles en matière sociale. Le premier arrêt du 10 septembre 2025 de la Cour de cassation concerne les congés payés et les heures supplémentaires. Jusqu'alors, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait uniquement compte que du temps de travail effectif. On excluait donc les jours de congés payés ou la maladie. La Cour de cassation s'aligne sur le droit européen comme elle le fait depuis plusieurs arrêts pour mettre le droit français en conformité avec les règles européennes. Dans l'arrêt du 10 septembre 2025, elle reconnaît que lorsqu'un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail a été partiellement en congé au titre d'une semaine considérée, ce dernier peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine. Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
J'insiste sur le fait que cet arrêt ne concerne que les salariés qui ont une durée du travail décomptée hebdomadairement. L'arrêt n'aborde absolument pas les autres techniques de décompte du temps de travail, et notamment le décompte mensuel, comme c'est souvent le cas pour les salariés. Je vous ai mis un petit exemple pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc, avant l'arrêt du 10 septembre 2025, un salarié qui aurait travaillé 33 heures sur 4 jours et qui aurait pris un jour de congé payé qu'on a valorisé à 7 heures, on aurait considéré qu'il aurait travaillé seulement 33 heures et donc il n'avait pas le droit à des heures supplémentaires. Depuis l'arrêt du 10 septembre 2025, on considère que le salarié a travaillé 33 heures, on ajoute les 7 heures au titre du congé payé et on considère donc qu'il a effectué 40 heures de travail. Il a donc droit à une majoration de salaire pour les heures entre la 36e et la 40e heure. Il aura donc droit là au paiement d'heures supplémentaires. Voilà, donc il faudra être vigilant pour l'avenir, pour ces questions qui concerneront a priori essentiellement les salariés sédentaires de vos entreprises. Le deuxième arrêt rendu le même jour concerne la maladie pendant les congés payés. Donc avant, lorsqu'un salarié tombait malade pendant ses congés payés, il n'y avait aucun impact. Les congés payés étaient décomptés et non reportés, sauf si le salarié tombait malade avant son départ en congé. Le 18 juin 2025, la Commission européenne a mis en demeure la France de se conformer au droit européen. La question était donc de savoir si un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés avait le droit à leur report. En réponse, la Cour de cassation a dit oui, le report est possible si la maladie empêche le salarié de se reposer et si le salarié a pris le soin de notifier son employeur d'un arrêt de travail, donc en temps et en heure dans les règles habituelles. Cette décision vient mettre le droit français en conformité avec le droit européen, qui, lui, distingue bien l'objectif des congés payés de l'objectif de l'arrêt pour maladie. L'objectif des congés payés étant de se reposer, de se détendre et de profiter de ses loisirs, alors que l'arrêt maladie permet de se rétablir d'un problème de santé. Alors, plusieurs conséquences en découlent. Quid des situations passées? La décision pourrait être rétroactive que si le salarié avait pris le soin de notifier son employeur d'un arrêt maladie pendant ses congés, parce que c'est vrai que là, en l'état, il semble très compliqué de se faire prescrire un arrêt de travail pour une situation déjà passée. En deuxième point, il faut noter quand même que certains salariés ne voudront pas bénéficier de cette mesure en raison du délai de carence et de son impact financier. Petit rappel quand même sur la loi d'avril 2024, parce que désormais, le Code du travail confirme qu'un salarié qui ne peut pas prendre ses congés payés à cause de sa maladie bénéficie d'une période de report de 15 mois pour les prendre. L'employeur, lui, de son côté, a l'obligation d'en informer le salarié dans un délai de 1 mois à compter de son retour dans l'entreprise. À notre sens, la période de report de 15 mois pour prendre ses congés doit également s'appliquer lorsque le salarié est tombé malade pendant ses congés payés. Est-ce qu'il va y avoir une intervention législative à ce sujet? On ne sait pas forcément, on ne sait pas encore, mais une nouvelle fois, on reste informé et on vous tiendra bien entendu au courant. Avant d'aborder l'arrêt suivant, on a quelques questions sur le sujet. Sur ces deux premiers arrêts. Donc la première question, c'est pour les heures supplémentaires, est-ce qu'il faut attendre un décret pour les appliquer? Alors, c'est moi qui vais répondre. Non, on n'a pas besoin d'attendre un décret puisque la jurisprudence est d'application immédiate. Donc, c'est applicable immédiatement, cette jurisprudence. Et La seconde question, du coup, est-ce que la jurisprudence sur les heures supplémentaires vaut aussi pour les calculs au mois? Alors, comme je vous l'ai indiqué, la jurisprudence sur les heures supplémentaires il est bien précisé dans cet arrêt que ça ne concerne que les salariés qui ont le temps de travail décompté à la semaine. Donc, pour l'instant, à notre sens, il n'y a pas de changement pour les salariés dont le temps de travail est donc décompté en mois. On verra à l'avenir s'il y a d'autres décisions sur le sujet qui viendraient confirmer pour d'autres techniques de décompte du temps de travail, mais pour l'instant, c'est vraiment que pour les salariés dont le temps de travail est décompté au mois. À la semaine. À la semaine. À la semaine, pardon. S'il y a d'autres questions. Normalement, non. En principe, on peut passer à la jurisprudence suivante.
Alors, l'arrêt suivant qu'on a sélectionné, c'est un arrêt du 25 juin 2025 de la Cour de cassation relatif à la période d'essai. Vous le savez, la période d'essai peut être rompue sans motif si le contrat a bien été signé. Et on insiste sur ce point parce qu'on a souvent cette question. S'il n'y a pas de contrat signé, il n'y a pas de période d'essai puisque la période d'essai est nécessairement écrite et il faut bien que le contrat de travail soit signé par les deux parties. Pendant la période d'essai, les règles du licenciement sont exclues. Pour rompre une période d'essai, l'employeur comme le salarié n'a pas à motiver sa décision. Pour autant, cette liberté a quand même des garde-fous, notamment pour l'employeur. Il ne peut pas rompre une période d'essai pour un motif discriminatoire. À défaut, la rupture encourt la nullité. Il y a plusieurs cas de nullité dans le Code du travail, le sexe, l'âge, l'origine ethnique et également l'état de santé. Dans notre pratique quotidienne, la question qui revient régulièrement, c'est lorsque l'employeur veut rompre une période d'essai alors que le salarié est en maladie. Je précise que je ne parle ici que de la maladie simple et pas de l'accident du travail. Période pendant laquelle le salarié bénéficie d'une protection particulière, y compris pendant la période d'essai. Alors, en soi, il n'est pas interdit de rompre la période d'essai d'un salarié qui est en maladie si l'employeur a eu le temps de tester les compétences du salarié et si cette période lui a permis de vérifier que le salarié, justement, ne présentait pas les qualités et les compétences attendues. C'est ce que la Cour de cassation rappelle dans cette affaire. Dans ce dossier, la salariée avait apporté des éléments laissant supposer que l'employeur avait rompu la période d'essai en raison de son état de santé et la rupture de la période d'essai a donc été jugée nulle pour discrimination à l'état de santé. Cet arrêt est intéressant parce qu'il apporte une précision. Dans ce dossier, la salariée réclamait en réparation l'application de l'article L1235-1 du Code du travail qui prévoit une indemnisation d'au moins 6 mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail nul. La Cour de cassation est venue rappeler que cet article ne concerne que les licenciements et n'est donc pas applicable au cas de la rupture d'une période d'essai jugée nulle. Dans ce cas, le salarié a le droit à la réparation de son préjudice et le préjudice sera évalué souverainement par les juges du fond et c'est à la salariée de rapporter la preuve de son préjudice. Donc voilà, c'est pas interdit de rompre une période d'essai pendant la maladie, mais il faut le faire de manière très prudente. Et c'est pour ça que nous, en général, on conseille dans ces cas-là d'attendre le retour du salarié, puisque de toute façon, la période d'essai va être prolongée en cas de maladie, vraiment par mesure de prudence. Alors, on peut passer à la jurisprudence suivante. Donc, cette quatrième jurisprudence concerne la gestation pour autrui et le congé paternité. Donc, pour rappel, les bénéficiaires de ce congé paternité et d'accueil de l'enfant sont précisés par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale. Donc, il s'agit du père de l'enfant ou de la personne vivant avec la mère de l'enfant. Dans le cas d'espèce, une association parents et futurs parents gays et lesbiens reproche à ces textes de ne pas reconnaître le droit au congé paternité et d'accueil de l'enfant pour le parent d'intention. Quelle était la question? Donc, le compagnon du père de l'enfant, qui n'est ni mère ni légalement parent de l'enfant, peut-il bénéficier de ce congé? Le Conseil d'État a donc demandé au Conseil constitutionnel si ces textes étaient conformes à la Constitution. En réponse, le Conseil constitutionnel a dit oui, ils sont conformes. Il confirme alors que le congé de paternité n'est accordé qu'au père ayant un lien de filiation avec l'enfant ou à la mère ou à la personne vivant avec la mère. Dans le cadre d'une gestation pour autrui, le compagnon du père ne se trouve dans aucun de ces cas. Il ne peut donc pas bénéficier du congé paternité et d'accueil de l'enfant. Voilà, elle a simplement raisonné avec les textes. Pas de questions sur cet arrêt. Oui. Passer le suivant. Les deux arrêts suivants concernent les heures supplémentaires et ces arrêts, enfin surtout celui du 9 juillet 2025, est venu apporter un nouvel assouplissement dans la charge de la preuve du salarié en matière d'heures supplémentaires.
La charte des heures supplémentaires en droit français n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, selon une jurisprudence constante, c'est au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis relatifs aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. La charge de la preuve est ensuite transmise à l'employeur qui doit répondre en produisant ses propres éléments de nature à prouver là aussi les heures qu'il estime avoir été effectuées par son salarié. Et au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge forme sa conviction. La Cour de cassation n'a cessé d'alléger les éléments que le salarié doit présenter à l'appui d'une demande pour qu'elle soit considérée comme valable. Et elle a une vision plutôt extensive sur la précision des éléments qu'un salarié doit présenter. Et c'est ce qu'elle a précisé dans cet arrêt du 9 juillet 2025. Elle est venue dire que le salarié n'avait même pas l'obligation de fournir un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires pour que sa demande de rappel de salaire soit recevable. Dans cette affaire, la salariée avait produit des attestations de collègues qui attestaient de son amplitude horaire et des mails envoyés tôt le matin ou tard le soir. La Cour de cassation a considéré que ces seuls éléments sans décompte précis des heures effectuées rendaient cette demande valable. Dans l'arrêt du 18 juin 2025, elle est venue préciser que un salarié pouvait demander et obtenir une copie des mails envoyés par le salarié depuis sa boîte mail. Je vous l'ai indiqué, les salariés, en cas de contentieux, produisent souvent ces mails pour attester de leur amplitude horaire. Donc la Cour de cassation est venue dire que ces mails constituaient des données personnelles sur la base du RGPD et donc le salarié pouvait en obtenir une copie. Alors, la jurisprudence précise quand même que l'employeur pourra s'opposer à la communication de certains mails qui pourraient par exemple porter atteinte au secret professionnel de l'entreprise. Il faut donc être vigilant et il ne faut pas hésiter à vous ménager des preuves sur les heures effectuées par vos salariés au cas où il y aurait un contentieux sur cette question. Ça me pas qu'il y ait de questions non plus. On va pouvoir passer à la dernière jurisprudence qui concerne le refus d'un CDI suite à des CDD. Donc, vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, si au cours des 12 derniers mois, un salarié refuse 2 fois une proposition de CDI à la suite d'un CDD dont les conditions sont identiques, alors il est privé de son chômage. Plusieurs syndicats ont saisi le Conseil d'État afin que cette mesure soit annulée, mais leur recours a été rejeté. Vous pouvez donc continuer à informer France Travail des éventuels refus de proposition de CDI de la part de vos salariés. Je vous rappelle la procédure à suivre. Donc, en tant qu'employeur, vous proposez un CDI à votre salarié avant la fin de son CDD, de préférence par écrit, donc en recommandé ou un courrier remis en main propre, comme ça, vous avez une preuve. Et vous devez laisser un délai de réflexion suffisant aux salariés. Donc, quand on parle de délai raisonnable, là, dans ce cas, on peut penser à 8 jours. Si le salarié accepte le CDI, la relation de travail se poursuit normalement. Et s'il refuse, vous pouvez là éditer le solde de tout compte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, informer France Travail du refus. Donc, vous avez un délai de 1 mois pour le notifier à France Travail. Et à son tour, France Travail informera le salarié des conséquences de son refus sur ses droits au chômage. Voilà pour la procédure. Et avant de conclure ce webinaire, on voulait quand même vous parler d'un arrêt qui a été rendu le 19 septembre 2025, dans laquelle le Conseil d'État a refusé d'imposer à l'employeur l'obligation d'informer son salarié de son droit de se taire lors de l'entretien préalable. Le Conseil d'État a considéré que les dispositions du Code de travail qui ne prévoyaient pas cette obligation étaient bien conformes à la Constitution. Donc là, en fait, il n'y a aucun changement à prévoir. Vous pouvez poursuivre comme vous le faisiez jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de formalité supplémentaire à effectuer. Je ne sais pas si vous avez des questions, a priori. Non. Voilà, nous on arrive à la fin du webinaire.
Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions par mail à celles qu'on n'aurait pas eu le temps, auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Et en vue du prochain webinaire qui aura lieu en décembre, début décembre, de nous poser les sujets que vous voudriez voir abordés pour coller au mieux à vos besoins. Vous allez aussi recevoir un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à y répondre parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et vos conseils pour qu'on puisse s'améliorer et puis étudier des sujets qui vous intéressent aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.